Bonjour à tous. On commence cet après-midi par une remise de prix de l'appel à projet recherche de Santélis. Si Monsieur Crépin, Dr Crépin veut bien nous rejoindre pour cette cérémonie. Ça vous a été dit ce matin. Donc, Santélis a dans ses missions l'intérêt public et la recherche fait partie de ces missions. C'est la raison pour laquelle a été créé à Santélis le pôle Révi, qui est animé par le docteur Anne Rubenstruck. Anne, si tu peux donner quelques mots sur les missions de ce pôle. Donc le pôle Révi, comme vous l'a dit Madame Neude ce matin, c'est le pôle recherche, études, évaluation, valorisation, innovation de Santélis, qui a pour objectif d'accompagner les équipes médicales et paramédicales dans leur démarche de recherche. Alors via plusieurs services. Tout d'abord, la première de nos missions, c'est un accompagnement méthodologique, un accompagnement un peu à la carte en fonction des besoins. Le deuxième service qui a été récemment créé, Madame Neude en a parlé ce matin, c'est le Santélis Dom Lab, qui se veut être un living lab d'évaluation en vie réelle de certains services, dispositifs ou organisations en santé, qui a pour objectif d'évaluer en vie réelle à domicile, parce que c'est la spécificité de Santélis, des produits d'innovation avant leur déploiement à grande échelle sur le marché et de voir s'ils répondent bien à des besoins d'usagers ou de patients ou de professionnels. Et le troisième service, ou le troisième dispositif, c'est pour ça qu'on est là maintenant, c'est l'appel à projet recherche de Santélis, qui est maintenant dans sa 8e campagne. Donc jusqu'en novembre, il y a possibilité de déposer des projets. Et nous remettons aujourd'hui un prix ou un financement au docteur Crépin pour son projet qui a été récompensé dans le cadre de la campagne 2019. Sur une étude qui vise à évaluer l'administration d'interleukine 7 recombinante chez les patients hémodialysés lymphopéniques. Donc un projet très ambitieux, puisque une étude de phase 2 et 3. Donc voilà, on est vraiment dans le clinique et dans l'application pour le patient. Si vous pouvez dire 2-3 mots sur votre projet. Voilà. Merci déjà pour votre soutien. On ne peut pas faire de recherche seul, il faut effectivement des financeurs, des équipes, un service, les unités et du temps pour. Donc merci pour une pierre essentielle et angulaire qui sont les finances pour avancer. Brièvement, le projet effectivement s'inscrit finalement dans la lignée d'un autre prix qui avait été reçu déjà 2 années auparavant par le professeur Bamoulid, où on avait mis en évidence que les patients dialysés et insuffisants chroniques vieillissaient un petit peu plus vite, étaient un peu fragiles. Notamment, ils faisaient plus d'infections quand ils avaient une baisse de certains globules blancs. Et donc le projet là est maintenant d'essayer de corriger, une fois passé au fondamental, passer au lit du patient, corriger ce problème de globules blancs ou de vieillissement prématuré du système immunitaire, pour limiter des causes principales de mort chez nos patients qui sont les infections. Donc voilà le projet ultime, mais en attendant, il faut déjà essayer de voir si c'est toléré et efficace. Voilà, merci encore. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Et puis maintenant, place à la session de l'après-midi. Bon, après avoir bien mangé, bu un bon café, on va entamer la deuxième mi-temps. Et donc, j'appelle le docteur Nicolas de Montbéliard, qui nous fera une mise au point sur les péritonites en DP. Bonjour à tous. Merci à Santélis pour l'organisation de la réunion et au comité scientifique pour le choix du sujet. Merci.
Donc après avoir parlé un petit peu de recherche, un petit peu de formation, d'éducation, d'HDF, on va aborder un petit peu la dialyse péritonéale par le sujet des péritonites. Donc en quelques chiffres, ça date de 2008, il y a des gens qui sont intéressés à regarder un petit peu la somme de patients qui était de 196 000 dans le monde, ce qui correspondait à 11% des dialysés. Donc les péritonites peuvent être responsables de décès. Donc ce qui est décrit traditionnellement, c'est moins de 4%. Il y a une grande variabilité inter-État et également inter-centre, mais c'est surtout une cause fréquente et non négligeable de transfert de technique vers l'hémodialyse. Et donc il est recommandé que chaque centre puisse dénombrer ses péritonites. Et donc il est admis par l'ISPD que moins d'un épisode tous les 18 mois à patient est correct. En France, on fait mieux que ça. Donc le topo est basé principalement sur l'actualisation des recommandations de 2016, donc avec une traduction en français. Alors tout d'abord la prévention. Donc il est alors à chaque fois entre parenthèses vous verrez un numéro accompagné d'une lettre qui correspond en fait au grade de recommandation. Donc rapidement le 1 c'est nous recommandons, le 2 c'est nous suggérons, donc un niveau de recommandation plus faible. Et ensuite la lettre c'est en fonction du type d'étude réalisée, c'est-à-dire que quand vous avez laissé randomiser, contrôler, double aveugle, c'est du niveau A, plus haut niveau de preuve. Et puis quand c'est des études de qualité moindre, ça peut aller jusqu'à D. Voilà, juste pour le rappel. Donc il est nécessaire d'utiliser une antibioprophylaxie juste avant l'insertion du cathéter. Plusieurs antibiotiques ont pu être testés. Ce qui est fréquemment fait et également recommandé suite aux études, c'est l'utilisation de vancomycine. Il n'y a pas de différence selon la technique chirurgicale, à savoir l'aparotomie ou laparoscopie. Pas de différence non plus selon le type de cathéter, qu'il soit utilisé un Tenkov classique, un col de cygne, d'autres types de cathéter. Et il est inutile de faire une décontamination nasale du staphylocoque. Et ensuite, ce qui est important, c'est l'arrivée de connexions plus fiables, de type connexion en Y avec système double poche, et la technique du flush before fill, c'est-à-dire faire le flush dans le tuyau, et ensuite faire l'infusion. Il est recommandé, donc tout comme ça nous a été présenté pour d'autres sujets, la greffe, etc., d'avoir un programme d'éducation et de formation, avec un rôle bien sûr central des infirmiers à ce niveau. Donc c'est à faire tout d'abord au préalable, bien entendu, mais il y a également des causes entre guillemets, de reformation, notamment suite, comme vous pouvez le voir, à une hospitalisation prolongée, à par exemple un transfert de technique également, quand le patient était hémodialysé, qu'il n'a plus manipulé son cathéter de dialyse péritonéale, suite par exemple à des problèmes de dextérité de vision, comme ça peut être le cas par exemple dans les suites d'un AVC. Il faut quand même essayer de réévaluer un petit peu l'autonomie du patient, voir s'il est nécessaire peut-être de former des infirmières. Et puis, bien entendu, suite à un changement soit de cycleur, soit de technique, passer de DPCA à DPA par exemple. Il est également recommandé l'application quotidienne d'une antibiothérapie topique, principalement la mupirocine ou la gentamicine, grade 1B. Niveau de recommandation qui a pu être augmenté dans les dernières recommandations sur les infections d'émergence de cathéter, qui sont à peine plus récentes, qui doivent dater de 2017. Bien entendu, il est recommandé de traiter rapidement une éventuelle infection d'émergence ou une tunnélite, ce qui correspond à l'infection du trajet sous-cutané du cathéter avant qu'il arrive dans la partie intrapéritonéale.
Alors avec un niveau de recommandation plus faible, des données quand même moins béton, il est suggéré une antibioprophylaxie avant des gestes invasifs tels que des coloscopies ou des interventions gynécologiques invasives. En prévention secondaire, donc ce texte recommande également une prophylaxie antifongique en cas d'antibiothérapie pour éviter la péritonite à champignons. Alors, un rappel pour ceux qui sont plutôt familiers de l'hémodialyse. En dialyse péritonéale, pour diagnostiquer une péritonite, il faut 2 critères sur les 3 affichés. Donc, un dialysa trouble des douleurs abdominales, des leucocytes supérieurs à 100 mm de mercure, donc quand il y a eu un liquide en stase pendant au moins 2 heures, et plus de 50% de neutrophiles. Le danger, c'est que si le liquide n'est pas en contact avec le péritoine pendant au moins 2 heures, on peut passer à côté. Et enfin, une culture positive du dialysa. Donc là, juste un petit rappel sur les diagnostics différentiels, où vous pouvez avoir des péritonites chimiques qui sont liées à la nature de la solution que l'on met dans le péritoine. D'autres, comme par exemple les inhibiteurs calciques. Alors moi, j'en ai jamais vu, on pourra peut-être discuter tout à l'heure si certains d'entre vous en ont déjà vu. Des péritonites chileuses qui sont donc non infectieuses. C'est également le cas avec les inhibiteurs calciques. Alors l'identification du germe, comment ça se passe? Donc il est recommandé d'ensemencer du dialysa, donc trouble lorsqu'on suspecte une péritonite, dans des flacons d'hémoculture à pousse rapide type Bactec. Vous augmenterez vos chances d'obtenir un germe si vous avez une injection avec un certain volume, puisque plus vous augmentez l'inoculum, plus vous pouvez réussir à mettre en évidence le germe. Également, vous pouvez voir avec votre laboratoire, ce qu'on avait fait à Besançon, puisqu'on a fait du coup aussi à Montbéliard, en centrifugeant les échantillons et ensuite en ensemençant le sédiment. C'est-à-dire qu'après centrifugation, les bactéries vont plutôt se retrouver dans le sédiment que dans la phase liquide. Et l'objectif, selon les recommandations, c'est d'avoir moins de 15% de péritonite à culture négative. Si on en a plus, c'est après à nous de voir comment, peut-être en discutant avec le laboratoire, comment on peut essayer d'améliorer ce chiffre. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'attend pas d'avoir le germe avant de lancer le traitement. Donc on utilise une antibiothérapie probabiliste, idéalement intrapéritonéale. Donc, le but, c'est de couvrir l'ensemble du spectre, donc à savoir les cocci gram positifs et les bacilles gram négatifs. Pour ce faire, pour les grammes positifs, on va utiliser de la vancomycine ou une céphalosporine de première génération. Et en association, pour couvrir les grammes négatifs, on utilisera une C3G ou un aminoside. Alors, il est recommandé également de ne pas faire de traitement prolongé par aminoside chez ces patients dialysés, en raison notamment de la possibilité de toxicité vestibulaire. Donc il est possible de faire des administrations dites intermittentes, par exemple dans la poche qui va rester longtemps en stase, souvent l'ichodextrine, et il est aussi possible de faire des injections à chaque échange. Donc ce qu'ils appellent administration continue. Souvent, il faut utiliser des doses poids, notamment pour la vancomycine, 15 à 30 mg kg, et également des doses poids pour les céphalosporines première génération, telles que céphazoline par exemple, 20 mg kg. Ensuite, pour la vancomycine, c'est pas fait dans toutes les équipes, mais en tout cas c'est décrit comme recommandé dans le papier. Il faut essayer de doser le taux résiduel de vancomycine pour voir si vous êtes à un taux suffisamment élevé pour être bactéricide. Le but n'est pas ici
de dépister une toxicité éventuelle de la vancomycine, puisqu'on n'atteindra jamais des seuils très hauts avec les doses recommandées, mais plutôt de voir si vous ne descendez pas en dessous du minimum. Alors, peut-être un peu petit, c'est même pour moi d'ailleurs, c'est le diagramme, donc la conduite à tenir en cas de péritonite à cocci gram positif. Et il y aura le même pour les bacilles gram négatifs. Donc utilisation donc soit de vancomycine, soit de céphalosporine première génération. Il doit y avoir normalement une amélioration clinique également donc visible sur pas la couleur, mais la transparence ou le caractère trop plus exactement du dialysat dans les 3 jours. En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, on appelle ça une péritonite réfractaire au traitement. Et à ce moment-là, il faut envisager le retrait du cathéter. Il est également proposé d'utiliser un petit peu d'héparine pour essayer de fluidifier la fibrine, de permettre une meilleure infusion, un meilleur drainage. L'urokinase, en revanche, qui a été pressenti pour détruire le biofilm donc réalisé par la bactérie à l'intérieur du cathéter, n'a pas montré d'efficacité. Vous avez également les durées de traitement, on pourra les reprendre, ce sera plus visible tout à l'heure. Donc la même chose, le diagramme pour la péritonite à bacille gram négatif, donc suivant tout le spectre possible également des grammes négatifs, avec notamment la possibilité de pseudomonas, la possibilité d'association de bacilles gram négatifs ou d'association également avec des coccigrammes positifs. Les autres bacilles gram négatifs, c'est pas écrit, mais c'est par exemple très souvent les Escherichia coli. Alors l'ablation du cathé de dialyse péritonéale, je l'ai évoqué, à faire en cas de péritonite réfractaire. C'est un dialysat qui reste trouble malgré 5 jours d'antibiotiques appropriés. Également, l'ablation est envisagée en cas de récidive, de récurrence ou de rechute de péritonite. Il y aura une petite diapo sur la sémantique parce que honnêtement, moi je n'arrive pas. En fait, c'est plus ou moins 4 semaines et soit au même germe ou un germe différent. Je vais vous montrer ça juste là. Où là, c'est pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et quand on déclare au RDPLF, donc au registre de dialyse péritonéale de langue française, en fait, on déclare avec le terme récurrent, récidive, rechute, réfractaire, afin que les statistiques puissent être réalisées correctement. Alors, le cas du staphylocoque coagulase négative, traitement par céphalosporine première génération ou vancomycine, 14 jours de traitement, c'est en général une infection liée à un portage. Donc par exemple une mauvaise friction par le soluté hydroalcoolique, ce genre de choses. Il peut y avoir des péritonites récidivantes à staphylocoque, coagulase négative. Donc soit ça suggère vraiment un défaut d'hygiène malgré une rééducation du patient, soit il peut s'agir d'une colonisation du cathéter via le biofilm par exemple. Et dans ce cas, il faut à ce moment-là envisager le retrait. Les entérocoques, donc toujours dans le spectre des cocci gram+, utilisation recommandée de vancomycine 3 semaines. En cas de forme sévère, possibilité d'ajout d'un aminoside. Là où ça se complique, c'est quand l'entérocoque devient résistant à la vancomycine. Ça, c'est des choses qu'on peut voir notamment, des germes qu'on peut voir notamment en sortie de réanimation. Dans ce cas, il faut voir si l'utilisation d'ampicilline est possible sur l'antibiogramme. Si jamais c'est résistant, d'autres alternatives existent. Ça, c'est plutôt un germe qui vient du tube digestif. Donc, il peut y avoir d'autres germes associés. Et juste petit rappel, les céphalosporines ne sont pas
active sur ce germe. Le streptocoque, donc germe qu'on peut retrouver vraiment classiquement dans la sphère orale ORL. Donc traitement pendant 14 jours, ampicilline. L'alternative étant vancomycine ou C1G. Céphalosporine première génération. Le staphylocoque aureus, donc traitement un peu différent bien sûr, s'il est méthicilline sensible ou résistant, 3 semaines de traitement. S'il est sensible, utilisation préférentielle de céphalosporine première génération, sinon vancomycine. Et il est important de regarder, comme à chaque péritonite, l'émergence du cathéter, également le trajet du tunnel, parce que s'il y a une infection et également une péritonite, à ce moment-là, c'est pareil, c'est retrait du cathéter et c'est également souvent manuporté. Mon Corynebacterium, ça profite de la peau. 21 jours de traitement avec un traitement adapté. Je passe rapidement, on en voit peu. Le Pseudomonas, la particularité, c'est une bi-antibiothérapie en raison de la fréquence des résistances qui peuvent être acquises même durant votre traitement. Et donc, utilisation de 2 antibiotiques qui agissent avec 2 modes d'action différents. Si jamais il y a une infection également du site d'émergence ou du tunnel, même sanction, retrait du cathéter. Alors, la particularité avec cette bactérie, c'est que ce sont souvent des péritonites qui sont sévères. Il y a très souvent un retrait du cathéter. Et puis, il est parfois nécessaire d'utiliser graduellement des choses qui fonctionnent mieux, qui sont plus chères, qu'on trouve parfois uniquement en milieu hospitalier, notamment Thiénam, Meropenem et autres. Concernant les autres BGN, donc classiquement de l'Escherichia coli, attention aux résistances, notamment aux céphalosporinases, plus de retrait de cathéter que lorsque c'est avec un germe cocci Gram+. Alors lorsque c'est polymicrobien, donc soit une association de BGN, soit un mélange de bacilles Gram négatif et cocci Gram positif, il est quand même recommandé d'aller voir s'il n'y a pas un problème chirurgical, par exemple perforation d'organes creux. Il est recommandé l'association avec la vancomycine, du flagile et également soit un aminoside, soit du Fortum. Une alternative possible est l'utilisation de tazocilline ou de Thiénam. Et en général, quand c'est plusieurs coccigrammes positifs, ça a la même évolution que les péritonites à bacilles Gram négatifs simples. Donc c'est plus simple. En cas de culture négative, 2 possibilités. Soit, donc là on est obligé de faire un pari, puisqu'on ne connaîtra pas le germe. Donc soit on arrive à une guérison au bout du 3e jour de traitement. À ce compte-là, on fait une monothérapie dirigée contre les cocci Gram+, parce que c'est les germes les plus fréquemment retrouvés. C'est à peu près, sur les dernières données du RDPLF, c'est quasiment 50% des péritonites, 25% étant des BGN. Et donc on traite 14 jours. En revanche, si au bout de 5 jours, on n'a pas eu d'amélioration de traitement, c'est que probablement on est face à un germe résistant. À ce moment-là, il faut de toute façon prévoir d'enlever le cathéter et après escalader au niveau de la thérapeutique. Concernant les péritonites pharyngiques, c'est très compliqué de s'en sortir sans ablation de cathéter. Donc on ne réfléchit pas. Dès qu'on sait que c'est un champignon, on est obligé de l'enlever, de transférer le patient de technique, puisque quand on enlève un cathéter, selon les cas, on peut faire une dépose-repose en un temps pour permettre au patient de poursuivre dans la technique de dialyse péritonéale. Dans le cas particulier des péritonites pharyngiques, cela n'est pas possible. Il faut faire une période transitoire de repli vers l'hémodialyse.
est bien sûr traité pendant ce temps-là, donc soit par fluconazole, caspofungine, voriconazole. L'amphotericine B, qui est quand même ce qu'on connaît, ce qu'il y a de plus ancien, n'est pas recommandé chez l'insuffisance rénale en raison de sa toxicité et surtout pas recommandé en IP puisqu'en plus c'est à l'origine de péritonite chimique. C'est très douloureux pour le patient. Alors juste un petit rappel, le fluconazole, les résistances augmentent, c'est facile d'utilisation, c'est en général ce qu'on utilise en premier, ce sera actif seulement sur les candidats, les cryptocoques. La caspofungine sera efficace si jamais la péritonite est à Aspergillus. Le voriconazole sera actif sur les champignons filamenteux. Les péritonites tuberculeuses, à titre personnel, j'en ai encore jamais vu. Donc c'est un diagnostic à envisager si vous avez plusieurs péritonites négatives. Il faut se poser la question. Initialement, la présentation va être identique à une péritonite classique, c'est-à-dire que vous aurez quand même une majorité de PNN, de polynucléaires neutrophiles dans votre dialysa, et c'est que secondairement qu'apparaîtront la lymphocytose. Donc ça peut être trompeur au début. La coloration de Thiel-Nielsen, c'est très peu sensible, ça ne fonctionne pas. Et les cultures classiques sont également peu sensibles. Il faut utiliser des cultures longues, des milieux spéciaux. Donc quand on y pense, il faut essayer de prévenir le labo. Donc pour essayer de la mettre en évidence un peu mieux, il faut essayer d'avoir des volumes de dialysa plus importants. Donc il est possible, nous, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on envoie carrément l'ensemble de la poche troupe de dialysa, on en fait déjà nos prélèvements, et ensuite le restant, on envoie l'ensemble de la poche au laboratoire pour éventuellement des tests complémentaires. Donc il est possible par exemple de rechercher l'ADN mycobactérien à l'aide d'une PCR. Si vraiment on a une suspicion très forte, il est possible d'aller jusqu'à la biopsie péritonéale ou de l'épiplomb par la paroscopie. Donc là, pour le traitement, je pense qu'il faut se rapprocher quand même de l'équipe d'infectiologie parce que c'est des traitements très longs. Il y a quelques particularités chez le dialysé, notamment on n'utilise jamais des thambutol en raison du risque de névrite optique. Également des particularités liées à la toxicité de la péridoxine, de l'isoniazide, et donc on donne de la vitamine B6 et la péridoxine. Alors le cas d'ablation et de réinsertion du cathéter, donc vraiment il faut que ce soit clair pour les péritonites fongiques. Pour les péritonites réfractaires, on ne discute pas. Il y a des travaux qui ont été réalisés pour voir si, quand on était dans l'obligation de transférer les patients vers l'hémodialyse, on pouvait les remettre en dialyse péritonéale. Est-ce qu'il n'y avait pas, est-ce que la survie en DP, la technique DP de ces patients n'était pas mise en jeu? Effectivement, ils ont montré que non, c'est possible de les remettre. Ils feront de la DP aussi longtemps que les autres quand elle est bien faite. Si jamais on remet le cathéter après une péritonite réfractaire ou une péritonite fongique, donc là c'est le cas que je vous expliquais tout à l'heure, il est quand même recommandé de laisser un laps de temps en hémodialyse, pas de dépose-repose en un temps. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et voilà, je suis disponible si jamais vous avez des questions. Merci pour cette très belle présentation. Alors, je voulais juste te demander si tu peux nous envoyer par mail le diaporama à tous les médecins, ça serait bien, parce que c'est vraiment bien fait. Jean-Simon. J'ai une petite question sur l'utilisation de la vancomycine. La première chose, c'est est-ce que la vancomycine, tu l'administres encore avec un rythme fixe ou est-ce que réellement tu tiens compte du taux sérique? Et quel est le rapport entre l'efficacité de la vancose sur un taux sérique versus un éventuel taux intrapéritonéal, puisque j'imagine que la vanco, quand tu l'administres par voie intrapéritonéale. Alors effectivement, c'est l'usage du service.
Quand on l'administre par voie IV, il y a des études de pharmaco qui montrent qu'il y en a quasiment 90% qui arrivent en intrapéritonéal. Alors nous, par habitude et voilà, par protocole, c'est notre façon de faire, on fait donc une première dose de charge donc initiale, 20 à 30 mg kilo. Et ensuite, on dose régulièrement les jours suivants la vancocinémie et on réinjecte par dose de 1 gramme. C'est comme ça que ça a été choisi d'être fait, par simplicité. Et donc ça nous détermine après un rythme où globalement on sait qu'au bout de 4 jours, on va réinjecter. Donc ce qui est décrit dans les recommandations, c'est que eux ils disent qu'il faut réinjecter entre 5 à 7 jours. Et d'un autre côté, ils disent si vous êtes en dessous de 15 mg par litre, vous risquez d'être en zone infrathérapeutique. Donc en fait, on a décidé de faire comme ça, ces doses de charge au début, ensuite on dose régulièrement la vanco résiduelle et on réinjecte par dose de 1 gramme et ça nous donne notre fréquence. Il y a une réelle corrélation entre le taux sanguin et l'efficacité intrapéritonéale. Alors, j'ai pas vu de courbe de corrélation. Ils sont basés, j'imagine, sur par exemple ce qui avait été fait dans les infections osseuses ou les endocardites, où visiblement il y avait une corrélation. Effectivement, c'était que sanguine avec une administration sanguine. Maintenant, il se peut que ce soit une extrapolation où effectivement ils injectent en intrapéritonéal et ils dosent en sanguin le taux résiduel. Merci Antoine pour ton exposé. Alors moi je voulais revenir sur 2 recommandations qui ont des niveaux de recommandations finalement élevés en préventif. C'est sur l'administration de mupirocine au niveau de l'émergence. Et puis également le traitement antifongique en cas d'antibiothérapie. Alors je ne sais pas si beaucoup de centres le font. Parce que nous, on le fait pas. Bon, pour avoir pu discuter dans certaines rencontres, je sais que à Caen et à Vichy, le docteur Aguilera le fait. Alors, après, il y a les recommandations et il y a la vraie vie. Ce qui est recommandé, c'est une application quotidienne. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ouvrent je sais pas, par exemple, ils prennent leur douche tous les jours. Ils se sèchent. Et ensuite, ils appliquent la mupirocine. Bon. Il y a d'autres façons de faire. Je sais que chez nous, par exemple, on fait le pansement tous les 2 jours avec une infirmière. C'est pas ouvert tous les jours. Bon. C'est également actif, ce topic, sur essentiellement les staphylocoques. Et principalement, quand on regarde les études qui ont été faites sur le staphylocoque aureus. Donc après, c'est sûr que si on a dans le centre... beaucoup de péritonite ABGN, on peut se poser la question de l'intérêt de ça. Maintenant, ça existe, ça a été, c'est basé sur, c'était une méta-analyse de 14 essais. L'actualisation de 2016, ils ont inclus 6 études, dont 3 randomisées et contrôlées. Et les taux, quand même, étaient, d'après ces études, intéressants, puisque ça réduisait le taux d'infection d'émergence de 72%. Là, je parle en tout germe confondu. Et le taux de péritonite de 42%. Quand on regardait que les staph aureus et qu'on regardait que les 6 derniers articles inclus, donc qui comprenaient les 3 essais randomisés, on monte à quasiment 80%. Donc après, ça dépend également de l'équipe d'infirmières, de comment est fait le pansement, mais en tout cas, c'est quand même à réfléchir, je pense. Il y a des choses, effectivement, avec des grades de recommandation peut-être inférieurs qu'on fait. Voilà. C'est pas un dogme, de toute façon, il y a la vraie vie, il y a les façons de faire aussi des centres. Hein. Après, je vais jusque il y aura une question. Une question rapide. Est-ce que tu fais un test de perméabilité après chaque péritonite? Alors, c'est pas l'habitude du centre. Je pense que si on le fait, j'aurais tendance à dire qu'il faut attendre un tout petit peu que l'inflammation ait totalement régressé.
Après, on regarde, on les suit d'un peu plus près, on les regarde cliniquement, effectivement, on regarde s'il y a des œdèmes, des choses comme ça. Mais on ne fait pas systématiquement après péritonite un test de perméabilité. Après, c'est vrai qu'on les fait à échéance, en général, de tous les 6 mois. Donc, ils sont quand même faits régulièrement. Hein, mais on ne fait pas en systématique après péritonite. Docteur Jaunon d'Auxerre, est-ce que vous auriez l'expérience du traitement du biofilm, soit par des solutions genre taurolitine, tauroloc, etc., soit par mandrin de Vanco? Alors non. Ça ne se fait plus, je pense, mais parfois dans la vraie vie on le fait. Alors je ne sais pas, peut-être d'autres ont l'expérience. C'est vrai on n'a pas l'expérience, on ne le fait pas dans le centre. Après, voilà, ce qui est dit, c'est qu'en tout cas pour l'urokinase, ça a été bien étudié, ça n'a pas montré d'intérêt. Et pour eux, il semble quand même que si vraiment on a la conviction qu'il y a un biofilm et qui est à l'origine de répétitions comme ça de péritonite, c'est changement de cathéter, quoi. Alors après, effectivement, dans la vraie vie, il y a aussi des gens pour qui le cathéter est précieux, qu'on a du mal à réopérer, etc. Donc c'est à voir probablement également en fonction du patient. D'autres questions ? Tout à l'heure, tu nous as dit qu'en France, on avait on avait une fréquence moindre que les recommandations au niveau des infections péritoniales. Donc, normalement, il faut être à moins d'un épisode tous les 18 mois, patient. Et oui, tu sais le chiffre en France actuellement? Alors, c'est visible sur le chiffre du RDPLF, ils ont fait ça par décade, où je crois que la dernière période, c'était 2006-2016. Et en fait, on voit que par décade, ça diminue. Là, ça doit être à hauteur d'à peu près une péritonite tous les 35 mois patients environ. D'accord. Okay. Il y a d'autres questions dans la salle? Les infirmières de DP? Non? Bon. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup Antoine. La communication suivante va être donnée par le professeur Didier Duclos qui va nous parler de greffe rénale avec donneur à cœur arrêté de type Maastricht 3. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Je suis là. Ok, donc je ne vais pas parler ou presque pas de transplantation en fait, ni de néphrologie. Je vais surtout parler de prélèvement et de donneurs, et d'un donneur particulier qui sont les donneurs dits à cœur arrêté. Et au sein de ces donneurs à cœur arrêté, vous verrez qu'il y a différentes catégories et je ferai un focus plus particulier sur une catégorie de donneurs à cœur arrêté, qui sont les donneurs dits Maastricht 3. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs types de donneurs, que les donneurs à cœur arrêté ne sont pas les donneurs majoritaires. On avait déjà parlé, je crois, il y a 2 ans, des donneurs vivants. Et au sein des donneurs décédés, la grande majorité des donneurs sont des donneurs qui sont dits en mort encéphalique, c'est-à-dire qui sont définis par le fait qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, ce qui est un état irréversible. Alors qu'il y a toujours une activité cardio-circulatoire qui est maintenue, au moins pendant quelques temps. Et donc, c'est quelque chose qui, pour le grand public, est quelquefois un peu difficile à comprendre parce que le décès est assimilé à l'arrêt du cœur, et là, il n'y a pas d'arrêt du cœur, il y a juste un arrêt de l'activité cérébrale. Pour les donneurs à cœur arrêté, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Le cœur s'est arrêté, pour tout le monde, c'est la fin de la vie. Or, vous allez voir que lorsque ces patients qui sont décédés d'un arrêt du cœur sont des donneurs potentiels, ça pose des problèmes organisationnels et des problèmes éthiques qui sont un peu différents, voire très différents, des patients en mort encéphalique. Alors pourquoi il s'appelle Maastricht? Parce que dans la bonne ville de Maastricht, il y a des experts de la mort qui sont réunis pour définir 4 types de décès par arrêt cardiaque. Donc la catégorie 1, c'est des gens qui ont fait un arrêt cardiaque sans témoin.
Dans l'optique du prélèvement, le principal obstacle, c'est qu'on ne sait pas dater le moment de l'anoxie et qu'on ne sait pas à partir de quel moment il y a une souffrance des organes. La deuxième catégorie, ce sont les arrêts cardiaques avec témoin. Donc là, on peut dater le moment de l'arrêt cardiaque, on peut noter le moment du début de la réanimation cardio-respiratoire. Je vais passer directement aux 4. Les 4, ce sont des patients qui étaient en état de mort cérébrale et qui font un arrêt circulatoire. Donc en fait, ces 4 catégories, en fait, vous allez voir sur le plan éthique, sont un peu plus simples que la dernière et ont une autorisation de prélèvement depuis une quinzaine d'années. Et le dernier qui va nous intéresser le plus, c'est les patients Maastricht 3. Ce sont des patients qui décèdent à la suite d'une limitation ou d'un arrêt thérapeutique. Et donc, dans le cadre du don, l'idée du prélèvement est décidée après la décision de limitation thérapeutique, avec des enjeux éthiques qui sont très particuliers dans ce cas-là. Donc les Maastricht 1 et 2 et 4, c'est ce qu'on appelle également les donneurs à cœur arrêté non contrôlé. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour que le cœur s'arrête. L'enjeu principal, là, ça va être l'urgence organisationnelle, puisqu'il va falloir, dans un délai très bref, qui est réglementé pour que ça puisse se faire, prélever les organes. Donc vous voyez qu'il y a des temps après l'arrêt cardiaque qui sont très chronométrés sur l'anoxie sans réanimation, sur la réanimation maximale et ensuite sur la perfusion des organes, j'y reviendrai dans le Maastricht 3, et sur le prélèvement et la durée entre la perfusion des organes et le prélèvement. Cette procédure, elle est autorisée depuis une quinzaine d'années. L'autorisation date de 2004. Le premier centre autorisé, ça a été en 2006 sur une expérimentation monocentre qui a été généralisée ensuite sur plusieurs centres à la demande des centres et qui a inclus jusqu'à 16 centres actifs. Donc en 2016, ça représentait 785 donneurs recensés, donc des patients qui étaient décédés, qui avaient été prélevés, qui étaient Maastricht 1, 2 ou 4, qui avaient abouti à 468 transplantations rénales et seulement à 13 transplantations hépatiques. En fait, on s'est rendu compte assez vite que les transplantations hépatiques, dans cette circonstance, avaient un très mauvais pronostic et ça a été très rapidement abandonné. La situation en 2018, c'est que l'activité n'a été recensée que dans 5 centres, avec une diminution majeure de l'activité de transplantation, qui déjà, pour le coup, n'était pas très élevée, puisque 468 transplantations sur une moyenne de 10 ans, je pense qu'on doit être environ à 3500 transplantations par an, donc vous voyez que ce n'était pas une activité non plus énorme. Donc quand on regarde ces dernières années, vous voyez que le nombre de reins greffés n'a fait que diminuer et que c'est une activité qui, pour des raisons essentiellement organisationnelles, probablement est amenée à disparaître ou à rester extrêmement marginale. Les contraintes organisationnelles, c'est la connaissance précise de l'heure de l'arrêt cardiaque, les délais de mise en œuvre de la réanimation, l'urgence organisationnelle qui va mobiliser énormément de personnes dans un hôpital, sans évidemment aucun agenda possible, et ce, dans une urgence absolue. D'autre part, à côté de cette urgence et de cette difficulté organisationnelle, il y a des résultats qui sont très mitigés, avec beaucoup de retard de fonction des greffons rénaux et une survie moyenne qui, globalement, est celle attendue dans les autres pays, enfin celle observée dans les autres pays qui pratiquent ce genre d'activité, mais qui est quand même très inférieure à ce qu'on peut souhaiter pour les patients. Et donc, ce qui a été envisagé conjointement et depuis relativement longtemps, mais qui a été très long, vous allez le voir, à se mettre en place, c'est la possibilité de prélèvement des patients Maastricht 3. Alors, on a été longtemps dans une situation en France qui était un peu différente de celle d'autres pays,
où la majorité des donneurs à cœur arrêté étaient des Maastricht 3, où nous, l'immense majorité, pour ne pas dire la totalité, des patients étaient des Maastricht non 3. En France, la législation permettait depuis très longtemps de prélever ce type de donneurs, puisque la loi Leonetti de 2005 autorise la limitation de l'arrêt thérapeutique, que dans le cadre réglementaire français, c'est l'état de mort qui définit la possibilité de prélèvement et pas le diagnostic de la mort par arrêt cardiaque ou par mort encéphalique, et qu'il est prévu dans la loi depuis longtemps qu'un patient qui est en arrêt cardiaque et respiratoire peut faire l'objet d'un prélèvement, c'est le cas des Maastricht 4. Pour autant, la difficulté, c'était l'enchaînement des décisions. Évidemment, la décision, c'est qu'un patient, à un moment, relève pour une équipe d'une limitation thérapeutique et qu'une fois que cette limitation thérapeutique a été décidée, qu'elle a été validée par tout un tas de process que je vais vous montrer derrière, on peut envisager que ce patient soit recensé comme un donneur potentiel et que ça aboutisse à un prélèvement. Le problème éthique que ça soulève et les questions qui ont émaillé tous les débats, c'est le raisonnement inverse, c'est que l'idée de prélèvement précède l'idée de limitation thérapeutique. Et finalement, tous les débats éthiques, ou l'immense majorité des débats éthiques qui vont tourner autour de cette question, c'est celle de quelle est l'intention première. Donc, vous voyez que le débat a été très très long à partir du moment où il a été débuté, puisque globalement, bien qu'il y ait tout l'armada législatif pour le faire, finalement, la vraie réflexion commence par un groupe de travail du Conseil d'orientation du Parlement pour les innovations scientifiques et technologiques en 2011-2012, puis un COPIL, puis la mise en place de protocoles pour finalement l'ouverture d'un premier centre autorisé au prélèvement des patients en état de mort Maastricht 3 en 2014, c'était le centre hospitalier d'Annecy, et ensuite une déclinaison qui s'est faite sur l'ouverture de différents centres avec le temps, avec aujourd'hui, je pense, une quarantaine de centres qui sont autorisés en France. Alors, ce qui est remarquable dans ce qui a été fait, c'est l'accompagnement qui a été proposé par toute cette procédure et in fine par le bras armé de cette procédure qu'est l'Agence de biomédecine, pour que tout soit normalisé et que les gens agissent tous de la même façon dans le prélèvement des patients Maastricht 3. Donc le premier temps, les temps sont extrêmement bien définis dans le document guide de l'Agence de biomédecine, et ça va être le défilé à peu près d'une partie de la présentation. Donc le premier temps commence évidemment par la limitation thérapeutique qui s'applique à un patient pour lequel l'équipe médicale, l'équipe soignante, pense que la poursuite des soins est déraisonnable ou constitue un acharnement thérapeutique. Donc ça, c'est prévu dans la loi de 2005, dite loi Leonetti. Donc ça répond à un certain nombre d'étapes. La première, c'est qu'il y a une réflexion sur les possibilités thérapeutiques, sur l'évaluation du pronostic et sur la décision d'une limitation. Elle doit s'accompagner en premier lieu d'une consultation des proches. C'est une procédure collégiale qui inclut l'équipe soignante, un médecin consultant qui est obligatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, qui n'est pas impliqué dans les soins et qui va donner un avis. Et il y a ensuite la décision médicale qui est prise, et c'est une décision qui est de la responsabilité médicale. Donc évidemment, et c'est quelque chose qui est très important, qui est extrêmement sensible, c'est que l'évaluation d'un don d'organes ne doit absolument pas interférer avec la décision de limitation thérapeutique. Et qu'il y a un point qui est très important, qui va être développé ensuite, et qui va
qui est important mais qui va compliquer la prise en charge, c'est l'étanchéité des filières. C'est-à-dire que l'équipe qui va décider de la limitation thérapeutique ne peut pas être l'équipe qui va ensuite mener à bien l'évaluation du prélèvement et le prélèvement lui-même. Et que dans la chronologie, les démarches doivent être extrêmement découplées. Et c'est pour ça qu'il y a cet agenda que je décline là sur les différents temps d'évaluation. Donc une fois que la décision de limitation thérapeutique est actée, il y a un maintien des soins de suppléance jusqu'au moment où il va y avoir la limitation. Et il va y avoir à ce moment-là la possibilité de ce qu'on appelle le recensement d'un donneur potentiel. Donc c'est une procédure auquel les coordinations hospitalières, donc les équipes qui s'occupent du prélèvement sont habituées. C'est qu'elles vont recenser les patients qui sont susceptibles d'être des donneurs et soit poursuivre un bilan, soit les récuser rapidement. Il est prévu que dans ce cas-là, il y ait une recherche de contre-indication et un signalement à la coordination hospitalière. Donc là, on est toujours dans le temps de l'équipe qui prend en charge le patient. Alors, effectivement, c'est un moment qui va devenir un peu ambigu, c'est-à-dire que c'est celui des intentions, et c'est un débat qui a été très vif. Pour donner une idée, quand on a décidé d'instruire la possibilité de faire du Maastricht 3 à Besançon, le temps d'instruction dans l'institution, ça a été 1 an. 1 an pour que les médecins, les soignants les plus réticents puissent être assurés, convaincus par l'étanchéité non seulement des équipes, mais l'étanchéité des intentions. Parce qu'effectivement, on peut dire qu'on sépare les intentions, qu'on sépare les équipes. Néanmoins, on ne peut pas ignorer que quand on fait une limitation thérapeutique, ça peut aboutir au recensement d'un patient et au prélèvement. Et donc le terme d'intention, en fait, c'est celui, je pense, qui est utilisé ici. Je pense qu'il serait plus logique de dire la connaissance de, parce que c'est quelque chose qui, là, nous parle davantage. On a toujours la connaissance pour un patient de scénarios possibles, d'algorithmes qui vont être modifiés par une décision à un moment ou à un autre, qui ne relèvent pas forcément de l'intention finale. Mais c'est un point, effectivement, qui est un point majeur. Alors, c'est à rapprocher, en fait, et ça a été rapproché dans plusieurs analyses, et pour contrevenir à cette idée des intentions qui se superposent, à ce qui a été fait pour ce qu'on a appelé les enfants double espoir, c'est-à-dire des enfants qui sont conçus pour soigner des aînés. Et finalement, on est un peu dans cette double intention. Certes, l'intention d'avoir un enfant, mais aussi l'intention que cet enfant en guérisse un autre. Et finalement, on est un peu dans cette situation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir un arrêt des soins et que cet arrêt des soins peut aboutir à un prélèvement et à une transplantation. Dans les contre-indications qui doivent être évoquées et qui sont absolues, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, si ce n'est que, vous voyez, l'âge est quand même beaucoup plus faible que celui des donneurs en mort encéphalique, qui n'a pas de limite. On nous propose des gens qui ont 85 ans pour un prélèvement alors qu'ils sont en mort encéphalique. Là, pour optimiser les chances de succès, puisqu'il va quand même y avoir à un moment une souffrance anoxique du rein, on a l'agence de biomédecine, les experts ont choisi d'avoir entre guillemets les meilleurs donneurs possibles, donc de prendre des patients qui ne sont pas trop âgés. Donc dans la première mouture, c'était 65 ans, ça a été récemment élargi à 70 ans. Mais vous voyez en gras, tout en bas, que la contre-indication absolue, c'est quelqu'un dont on peut prévoir qu'il va être un jour en mort cérébrale, enfin, dans un délai assez bref en mort cérébrale. Et donc, ça écarte l'idée qu'on va accélérer le décès pour avoir un prélèvement plus rapide. D'accord ?
Une fois que le patient a été recensé, qu'il est considéré comme un donneur potentiel, il faut rechercher l'opposition et informer les proches sur la fin de vie du patient. Ce n'est pas seulement sur le prélèvement, mais sur la façon dont la fin de vie va se passer. C'est-à-dire sur les examens qui vont être nécessaires alors qu'on est dans une limitation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va dire en même temps, enfin on va dire, les équipes concernées vont dire qu'en même temps, on va arrêter les soins, mais qu'en même temps, il va falloir faire des examens, pour certains relativement invasifs, pour pouvoir être sûr que le patient peut donner ou qu'il peut donner dans certaines circonstances. Donc, expliquer qu'il doit avoir un scanner, qu'il doit avoir une fibroscopie. Sur les actes nécessaires, thérapeutiques et invasifs, vous allez voir que tout à l'heure, il va falloir faire ce qu'on appelle une circulation régionale normothermique, c'est-à-dire qu'il va falloir isoler les organes et faire circuler un liquide pour maintenir une oxygénation de ces organes. Ça nécessite qu'on va poser, avant le décès du patient, des désilets au niveau des artères fémorales pour pouvoir cannuler ensuite rapidement. Donc il faut expliquer à la famille qu'il va y avoir la pose de ces désilets si toutefois ça se fait en réanimation. Les conditions de réalisation de la limitation, comment ça va se passer, ce qu'on va faire, le moment de début de la limitation et la possibilité d'arrêt de la procédure, c'est-à-dire que la procédure peut s'arrêter à un moment pour un ou un autre parce qu'on découvre une contre-indication, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Aussi, la famille peut assister à toutes les étapes. C'est-à-dire que de la même façon qu'une famille peut accompagner une limitation thérapeutique qui n'aboutirait pas à un prélèvement, la famille peut rester présente à toutes les étapes de la limitation thérapeutique. Et donc ça, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de l'habitude des soins palliatifs. C'est-à-dire que là, dans les soins palliatifs, le facteur temps, il est pris pour que la famille puisse accompagner le patient. On n'est pas dans l'urgence, on prend le temps qu'il faut pour faire les choses dans, je dirais, le maximum de confort. Là aussi, mais en même temps, il y a une relative urgence qui est liée au prélèvement. Donc, la mise en œuvre de la limitation, donc elle est mise en place par l'équipe de soins, donc il n'y a toujours pas d'intervention de la coordination. Il y a un arrêt des traitements de suppléance, une sédation. Là aussi, il y a un débat sur la sédation. Est-ce que la sédation est là uniquement dans une analgésie de confort comme elle est prévue par la loi, ou est-ce qu'elle peut accélérer l'arrêt cardiaque? Et puis, les traitements qui éventuellement vont permettre de maintenir la viabilité des organes. Par exemple, une anticoagulation qui va empêcher des thromboses au moment de l'arrêt cardiaque. La question a été posée de savoir s'il fallait extuber le patient ou s'il fallait le déventiler sans extubation. Donc il y a des avantages, des inconvénients à chacune des techniques. Aujourd'hui, on est plutôt dans la déventilation sans extubation pour la majorité des équipes. Et puis ensuite, il y a 3 modalités possibles à l'issue de la limitation, une fois que le décès, l'arrêt cardiaque est survenu. Soit ce décès peut survenir au bloc opératoire, c'est-à-dire que la LATA se fait au niveau du bloc opératoire, et à partir du moment où il y a l'arrêt cardiaque, et vous verrez les 5 minutes de no-touch, il y a une laparotomie en urgence. Donc ça veut dire que là, on va maintenir une équipe chirurgicale anesthésique en permanence prête devant le patient. Soit la LATA se fait en réanimation, puis il y a un transfert secondaire en urgence du patient au bloc opératoire. Soit, et c'est la technique la plus souvent retenue, la LATA se fait en réanimation. Il y a une mise en place de désilets au niveau fémoral et ensuite une cannulation après le décès pour la mise en place d'une circulation régionale normothermique. Et ensuite, le transfert secondaire au bloc pour le prélèvement. Donc en fait, la circulation normothermique, c'est des canules qu'on va remonter à peu près jusqu'au niveau diaphragmatique. On va gonfler un ballonnet qui va isoler la partie qu'on veut perfuser.
et ensuite on va perfuser les organes in situ avant le prélèvement. Là aussi, c'est quelque chose qui est timé. Timé à peu près comme pour les Maastricht 1, 2 et 4, mais là, on n'est pas dans l'urgence de l'arrêt cardiaque qui arrive et qu'on n'attendait pas. Là, toutes les équipes ont été préparées pour le faire. Et donc, vous voyez qu'à toutes les étapes, il y a un temps maximum admis pour optimiser les résultats de la transplantation derrière, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'organe ait souffert le moins possible des conséquences de l'anoxie. Donc vous voyez qu'il y a une période agonique qui est le moment entre le début de la limitation et l'arrêt cardiaque qui ne peut pas excéder plus de 3 heures. Une période d'hypoperfusion aussi qu'il faudra prendre en compte au moment où la pression artérielle va diminuer. Une fois que l'arrêt cardiaque est arrivé, il y a 5 minutes dites de no touch. Personne ne touche le patient, il n'y a aucun acte. Et ensuite, il y a 45 minutes pour mettre en place la cannulation et la circulation régionale normothermique. Ensuite, le transfert au bloc va pouvoir se faire. L'intervention ne va avoir aucune caractéristique particulière, si ce n'est que vous voyez l'ischémie maximale recommandée, c'est 18 heures. Enfin, recommandée, c'est 12 heures, acceptable 18 heures. Donc, comment ça se passe? Donc, tous les centres sont tenus de s'engager pour ce protocole. C'est un protocole qui est le même pour tous les centres en France, qui ne sont pas forcément des centres de transplantation, sont aussi des centres hospitaliers qui pratiquent le prélèvement. Les centres qui sont éligibles, sont les centres qui étaient éligibles pour faire des prélèvements d'organes sur des donneurs en état de mort encéphalique. Les services de réanimation sont bien entendu impliqués puisque c'est eux qui ont les patients. La coordination hospitalière expérimentée, on l'espère. Il faut qu'il y ait un accord fort des professionnels, donc que tout le monde soit motivé. On peut dire, une équipe de réanimation, une équipe de coordination peut dire nous, on est très motivés pour s'occuper de patients Maastricht 3, mais si derrière les chirurgiens disent moi je ne rentre pas au bloc à n'importe quel moment pour le faire et je ne veux pas le faire parce que éthiquement ça ne me plaît pas, ce n'est pas la peine. Il faut que tout le monde soit partant. Il y a une convention entre l'établissement et l'agence de biomédecine avec ensuite un reporting sur l'activité et sur les procédures. Les donneurs potentiels, c'est donc tous les donneurs a priori pour lesquels une latte est décidée et qui n'ont pas de contre-indication au prélèvement. Donc maintenant c'est 70 ans donc voilà, sous respect du protocole. Les receveurs, les critères de sélection en fait sont pas très stringents, sont des receveurs majeurs en attente d'une première greffe. Les secondes greffes sont exclues. Ils peuvent être immunisés. On avait parlé d'immunisation dans la première réunion, si vous vous souvenez, mais il faut qu'il y ait des recherches d'anticorps qui soient à jour, et il faut que le patient soit informé et qu'il ait signé un consentement pour recevoir un rein provenant d'un donneur Maastricht 3. Donc c'est quelque chose qu'on rajoute dans l'information pré-greffe. Et pour le protocole immunosuppresseur, il est partiellement imposé aujourd'hui par l'agence de biomédecine, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on fait. Il y a un certain nombre de médicaments qui doivent être obligatoirement utilisés. Alors, vous voyez que c'est une activité qui a quand même augmenté, qui reste encore marginale, mais qui a une progression importante. Vous voyez en bleu les donneurs, les greffes issues de donneurs en état de mort encéphalique, très largement majoritaire. Donneurs vivants en vert, ça a augmenté, mais ça reste quand même très très faible eu égard à d'autres pays. Vous voyez en bleu, juste au-dessus, les donneurs cœur arrêté, Maastricht 1, 2, 4,
qui n'ont jamais été très nombreux et qui aujourd'hui ont quasiment disparu. Et puis en rose, les Maastricht 3 qui augmentent régulièrement. Et c'est ce qu'on voit ici. Quand on regarde le nombre de donneurs recensés, vous voyez, bon, alors certes, il y a de plus en plus de centres qui y entrent, donc évidemment, il y a de plus en plus de patients. Mais on est passé de 30 en 2015 à 249 donneurs recensés en 2018. Et quand on regarde le nombre de greffes, de reins greffés et de greffes, 27 contre 213. Donc c'est une progression d'un facteur 10 en 3 ans. Les modalités, les donneurs, c'est globalement à peu près les mêmes que les donneurs en état de mort encéphalique. Il n'y a pas tellement de différence. Donc ça, c'est le détail des greffes entre transplantation rénale, transplantation hépatique et greffe pulmonaire. Globalement, ça recoupe ce que je vous ai dit. Et surtout, ce qui est très impressionnant, ce sont les résultats. Donc il y a eu un très très gros effort, je trouve, et qu'il faut saluer de l'Agence de biomédecine sur l'optimisation des résultats qui s'est fait. Alors sans doute, on en fait moins qu'on aurait pu en faire, on greffe peut-être moins de patients qu'on aurait pu en greffer, mais avec des résultats qui sont tout à fait spectaculaires, puisque vous voyez que quand on compare ces patients, il n'y a pas de pointeur, hein, je crois, mais bon, peu importe. Quand on compare ces patients en termes de reprise retardée de fonction, c'est-à-dire le rein ne redémarre pas tout de suite, il y a besoin éventuellement d'une ou deux ou des fois plus de séances de dialyse. Aux patients qui sont en état de mort encéphalique, eh ben, on est du simple au double. C'est-à-dire que alors qu'il y a une souffrance rénale, qu'il y a un arrêt cardiaque dont on sait que c'est un facteur de risque de reprise retardée de fonction, ces patients font 2 fois moins de reprise retardée de fonction. Et on sait que cette reprise retardée de fonction, c'est un indicateur, un prédictif très important de la survie des greffons. Donc on est relativement confortable aujourd'hui à proposer cette alternative, enfin cette modalité de transplantation pour les patients, parce qu'on sait qu'en termes de qualité du greffon, en termes d'espérance de vie de la greffe, on a peu de risques de les pénaliser. Donc ça reprend les chiffres, je vais passer, mais globalement, les chiffres augmentent et ces patients font non seulement moins de reprises retardées de fonction que les patients en état de mort encéphalique, mais peut-être que là, je peux avoir... Mais si vous voyez... Mais si vous voyez en fait 71, si vous voyez la ligne Maastricht 1 et 2, et que vous regardez les patients qui ont eu une reprise retardée de fonction, effectivement, on est très très largement au-dessus. La survie, on est sur des durées qui sont relativement faibles, mais elle est strictement superposable à celle des patients qui ont reçu un rein d'un donneur en état de mort encéphalique. Donc là aussi, on est assez confortable pour le proposer aux patients. Et puis, donc ça reprend les éléments sur le fait que voilà, il y a un protocole médical commun et une procédure de sélection des donneurs et d'évaluation des donneurs qui est standardisée. Et puis, très récemment, il y a eu des modifications qui sont l'âge du donneur surtout et la suppression du délai maximum d'ischémie chaude. Et puis une alerte sur les patients obèses, surtout pour des raisons de difficulté de cannulation. Voilà, je n'ai pas prévu de conclusion, mais je répondrai à toutes vos questions. Merci Didier. Il y a des questions dans la salle, Jean-Simon? Alors, deux petites questions. Tu as une plaque qui est passée vite où tu nous as montré des statistiques, notamment sur les différents organes qui étaient greffés. Tu as évoqué greffe de poumon. J'ai du mal à... On ne fait pas de greffe de poumon avec ces donneurs-là, si. Parce que la circulation locale, ça circule au niveau abdominal, mais ça circule pas au-dessus. Une thoracotomie très rapide. Ah oui, on peut quand même prélever les poumons. D'accord. C'est thoracotomie dans les plus brefs délais. D'accord. La circulation normothermique régionale, elle n'est pas obligatoire. Hein. Si la latte se fait au bloc, ça peut être une laparotomie immédiate. Hein. Même si c'est
C'est pas ce qui est recommandé par l'agence, mais c'est possible. En tout cas, c'est une possibilité ouverte. Et puis la deuxième remarque, ça concerne les reprises retardées de fonctions. Tu nous mets que les stats sont meilleurs que chez les morts encéphaliques, mais il y a peut-être un biais, parce que chez les morts encéphaliques, le délai de conservation du rein après le prélèvement est parfois beaucoup plus long. Bien sûr, mais c'est simplement parce que pour éviter les conséquences de l'arrêt cardiaque de l'anoxie, les critères à la fois de procédure sur le timing et les critères de sélection des donneurs ont été extrêmement stringents. Donc effectivement, si par exemple tu as un temps de cannulation, temps de mise en place de la circulation normothermique régionale qui est supérieur à 45 minutes, tu dois arrêter le prélèvement. Donc si par exemple tu as une phase agonique qui dépasse les 3 heures, tu dois arrêter le prélèvement. Donc effectivement, tu minimises tous les facteurs qui, dans ces conditions particulières, pourraient amener à la DGF. Donc oui, bien sûr. Mais pour autant, c'est extrêmement rassurant parce qu'on sait que la transplantation issue d'un Maastricht 3 dans ces conditions, ça assure aux patients des suites plutôt simples et un avenir de la greffe pas différent au minimum de patients qui ont eu ce qu'on va appeler en France le donneur standard. Et vos chirurgiens, ils ont accepté sans sourciller les délais de prélèvement et de greffe? Ouais, très bon, peu raisonnablement. Alors nous, effectivement, quand on parle d'étanchéité des filières, alors les néphrologues ou les transplanteurs, ils sont dans la double étanchéité parce que nous, déjà, on doit être étanche avec la coordination hospitalière. Donc nous, dans cette réflexion, on était vraiment des témoins. Ils ont dit qu'ils étaient partants et ils le font puisque sur 2019, à ce jour, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 prélèvements locaux Maastricht 3 qui sont vraiment très très bien passés et sans qu'il y ait eu la moindre difficulté organisationnelle visible à notre niveau, quoi. Ouais. Merci Didier, c'était très bien, comme d'habitude. Les reins qui sont prélevés en Maastricht 3, est-ce qu'ils restent sur place ou est-ce qu'ils sont envoyés dans d'autres régions Alors, ils peuvent être envoyés dans des centres qui sont autorisés. Alors, ce que je n'ai pas dit, parce qu'il y avait beaucoup de choses, c'est que ces reins sont forcément mis sur machine. C'est obligatoire. C'est pas discutable. Ils sont obligatoirement mis sur machine. Ils peuvent voyager, comme les autres reins, mais forcément vers un centre qui est autorisé au Maastricht 3 ou qui a une procédure d'autorisation. Oui. Quelles sont les pathologies qui sont à l'origine des limitations de traitement? Essentiellement neurologiques, je suppose. Alors, en majorité, si on regarde dans le monde, ce sont des cérébrolésés. En France, il y a beaucoup d'anoxie post-arrêt. Et il y a beaucoup de cérébrolésés qui ne passent pas en état de mort cérébrale. Et moi, je trouve que c'est une des limites du débat éthique. C'est-à-dire que on se pose moins la question de savoir si finalement, quand un réanimateur reçoit un patient cérébrolésé grave, qui sait qu'il a, 1% de chance de récupérer et 99% de chance de passer en mort cérébrale, on ne se pose pas la question de savoir s'il va le réanimer ou s'il va tout faire pour préserver les organes. On sait qu'il va le réanimer et c'est très bien. Et la réanimation, ça va être baisser la pression intracrânienne, ça va être faire un volet de décompression, toutes choses qui vont peut-être modifier le pronostic neurologique, mais surtout vont empêcher complètement le passage en mort cérébrale. Et donc, ces patients qui ne passent pas en mort cérébrale, alors qu'ils ont eu toute la réanimation, sans que là, il y ait eu vraiment de doute sur le fait qu'on a tout fait pour qu'ils n'y passent pas et qu'ils ne soient pas des donneurs, ce serait quand même assez extraordinaire que derrière, on puisse remettre en cause le fait qu'ils puissent être des donneurs et qu'il y ait un soupçon de les avoir
mal réanimés ou de les avoir réanimés dans l'optique d'un prélèvement. Donc, en France, voilà, il y a, par rapport aux autres pays, plus d'encéphalopathie post-anoxique, mais il y a aussi beaucoup de cérébrolésés, de patients qui ressemblent à ceux qui passent en mort cérébrale, mais qui ne passent pas en mort cérébrale. Une toute petite dernière question. Est-ce que l'accord du receveur reste encore nécessaire maintenant pour recevoir ce type de don? Oui, bien sûr. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On fait signer un papier supplémentaire après une information sur la possibilité de recevoir. Simplement, enfin bon, après c'est pas prévu, mais on les informe qu'ils ne sauront pas s'ils ont eu un Maastricht 3 ou pas. Mais ils savent qu'ils ont la possibilité d'en recevoir un. Alors moi, j'en ai jamais vu. Mais bon, après, nous, on est autorisé depuis 1 an. Hein. Donc, après, on peut, enfin, très sincèrement, enfin, sauf si le patient a des convictions très particulières, il y a quand même rien qui pourrait l'empêcher. Les résultats sont quand même, pour le coup, excellents. Autant... et je pense que Jean-Michel était encore à Besançon quand on s'est posé la question des Maastricht 1, 2. Là, franchement, 1, c'est quand même une organisation démentielle pour, dans une ville de moyenne importance, un nombre faible, mais des résultats qui sont quand même compliqués à assumer. Autant là, les résultats sont quand même au minimum superposables à ce qu'on fait avec un patient, enfin avec un rein issu d'un donneur en état de mort encéphalique. Oui, Didier, je voulais une question. Est-ce que tu peux nous dire succinctement ton expérience sur les 6 patients, c'est ça, que vous avez prélevés à Besançon? Parce que je crois que le premier, c'était un rein pour un patient de Dole, si je me souviens. C'est possible. Alors, j'ai pas de mémoire, mais Thomas, il dira mieux que moi. Et sur les 6 patients, il y en a 2 qui ont fait une DGF et qui ont été dialysés. En fait, il y a eu une cannulation. Pour les 2, il y a une cannulation qui vont très bien. Hein. Donc, tu as greffé tous les reins à Besançon ou il y en a qui ont été envoyés? Alors, du coup, il y a eu 6 ou 7 prélèvements. Il y en a du coup 6 ou 7 qui sont restés à Besançon et les autres qui sont partis, je ne sais pas où. La cannulation, elle est mise avant l'arrêt circulatoire. Les désilets sont mis en place. Les désilets sont mis en place. Oui. Oui. Avant. Y a-t-il d'autres questions? Merci bien, Didier. J'appelle le docteur Gendrin pour nous parler de la vaccination des patients dialysés, greffés et en attente de greffe. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très impressionné. Je crois que c'est la première fois que je parle devant autant de personnes. Et... Super. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je ne suis pas néphrologue. Je suis infectiologue au centre hospitalier Nord-Franche-Comté. Et on est une équipe de 4 personnes. On s'occupe d'infectiologie générale. Et dans mon activité, entre autres, on a un petit peu de vaccination, notamment dans le centre de vaccination international, notamment pour les voyageurs. Ce qui m'a permis d'être sollicité par Madame Fournier pour vous parler un peu de vaccination dans les situations d'insuffisance rénale. Et puis, chez les dialysés, et puis en attente de greffe et après la greffe. Vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Comme ceci, c'est mieux. Alors, donc le plan est simple. On va partir de la population générale et des recommandations vaccinales de la population générale. Ensuite, passer aux particularités de l'insuffisance rénale. Puis aux patients dialysés. Alors, je n'ai pas de recommandation particulière pour le patient dialysé péritonéal.
Je crois qu'il n'y a pas de recommandation nationale. On parle vraiment de l'hémodialyser à chaque fois. Et puis, vaccination en vue d'une greffe rénale et vaccination après une greffe rénale. Et à la fin, il y aura effectivement une dernière diapo un peu surprise. Alors, en partant du calendrier vaccinal français actuel, en population générale, alors je ne parlerai que de l'adulte. Je suis désolé pour ceux qui voulaient, pour les enfants, mais c'est vraiment beaucoup moins mon domaine et je serais vraiment incompétent sur le sujet. Donc, chez l'adulte, en 2019, on est vacciné contre le DT polio, plus la coqueluche à 25 ans, puis à 45 ans pour le DT polio et à 65 ans et plus pour le DT polio, avec un rappel tous les 10 ans. On a également, à partir de 65 ans, une recommandation de vaccination contre la grippe et puis une injection de vaccin contre le zona à 65 ans, à partir de 65 ans également. Voilà à peu près pour la population générale, ce qu'on est censé faire, sachant que, voilà, après, c'est appliqué plus ou moins bien en fonction des patients et des médecins. Alors, chez les patients qui sont insuffisants rénaux, alors pourquoi est-ce qu'il y a des recommandations vaccinales spécifiques? Parce que c'est des patients plus fragiles, notamment parce que l'insuffisance rénale chronique est donc associée à une baisse des réponses immunitaires aux infections. Et cette baisse qui touche l'immunité cellulaire et humorale est parallèle à la baisse du débit de filtration glomérulaire. D'autre part, l'insuffisance rénale est souvent associée à d'autres pathologies qui elles-mêmes favorisent les infections, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes éventuellement, immunosuppresseurs. Et enfin, bien sûr, toute infection peut aggraver l'insuffisance rénale. Donc, en plus des vaccins recommandés, le fameux DT polio à 25, 45, 65 ans, et puis la grippe à partir de 65 ans, on recommande aux patients insuffisants rénaux d'être vaccinés contre le pneumocoque. C'est des recommandations qui datent de 2017 du Haut Conseil de santé publique. Et le protocole de vaccination est celui qu'on utilisait chez les immunodéprimés et qu'on a maintenant élargi aux patients à risque d'infection à pneumocoque grave. Donc c'est le vaccin avec le vaccin conjugué 13 valents, suivi au moins 8 semaines après par le vaccin polyosidique 23 valents, qui s'appelait Pneumo 23, qui s'appelle maintenant Pneumovax, puisqu'on n'a plus de Pneumo 23. L'idée, c'est un vaccin donc conjugué qui est un vaccin, on va dire, puissant, suivi pour élargir l'assiette des sérotypes de pneumocoque couverts par le vaccin polyosidique qui est moins costaud en termes de maintien d'une immunité et qui aura probablement besoin d'être renouvelé. Il y a une possibilité de rappel à 5 ans et au-delà, on ne sait pas si on doit revacciner à 10 ans, à 15 ans, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, on conseille un rappel simplement du Pneumovax à 5 ans. On propose chez l'insuffisant rénal, quel que soit son âge, également une vaccination contre la grippe, même à moins de 65 ans. Et là, il y avait des publications récentes qui disaient qu'effectivement, on avait une amélioration du pronostic du patient insuffisant rénal lorsqu'il est vacciné contre la grippe. Et puis, en prévision d'une éventuelle dialyse, quand le débit de filtration glomérulaire baisse en dessous de 45 ml par minute, à ce moment-là, on se pose la question de la vaccination contre l'hépatite B. On va discuter pourquoi ça vaut le coup de le vacciner avant la mise en dialyse par rapport au vaccin après. Je vais trop vite, ou ça va, ou pas? J'enfonce des portes ouvertes peut-être. Alors, chez le patient dialysé, justement, alors, on maintient l'indication du vaccin DT polio et coqueluche comme en population générale. On propose, comme chez l'insuffisant rénal, la vaccination contre le pneumocoque et contre la grippe, quel que soit l'âge. Et puis, on propose une vaccination contre l'hépatite B, si le patient n'est pas immun contre l'hépatite B au moment où on le prend en charge. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de risques de faire une hépatite B quand on est un patient hémodialysé
notamment parce qu'on a besoin de plus de transfusions que la population générale. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a encore des risques résiduels en dialyse d'attraper l'hépatite B. Là, vous connaissez mieux le sujet que moi, je ne m'engagerai pas sur la question. Ceux qui voyagent, oui. Alors, pourquoi on essaye de vacciner avant la mise en dialyse? Parce que la réponse à la vaccination est diminuée déjà chez l'insuffisant rénal, mais c'est encore plus diminué chez l'hémodialysé. On arrive à péniblement 2/3 de patients qui sont immunisés après un schéma qui est à double dose par rapport à la population générale. Donc idéalement, vacciner avant la dialyse, quand on suit les patients qui ont un DFG qui se dégrade doucement et qu'on se dit un jour il va être dialysé, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question du vaccin hépatite B. Donc effectivement, quand on vaccine un hémodialysé ou un insuffisant rénal pour l'hépatite B, on utilise une double dose pour le vaccin disponible actuellement, qui est l'Angérix B, qui est validé pour les patients dialysés. L'HB Vax Pro, à ma connaissance, il est en rupture de stock. C'est dommage parce que ça permettait de faire en une injection ce qu'on fait en 2 injections simultanées avec l'Angérix. Et le Fendrix, je ne sais pas si vous l'avez. Pour le coup, je crois qu'il a une autorisation transitoire et qu'il est disponible seulement à l'hôpital. Mais là aussi, il est intéressant parce que c'est une seule injection à la place de 2 par rapport à l'Angérix B. À l'issue de la vaccination, donc vous voyez que c'est quand même J0, M1, M2 et M6 avec double dose. À l'issue, on contrôle 1 mois après la dernière injection qu'on obtient des anticorps HBS supérieurs à 10. Et si ce n'est pas le cas, on peut faire une injection supplémentaire, voire 2, toujours à double dose, pour obtenir un taux d'anticorps HBS supérieur à 10 protecteur. Quand on a un patient qui est protégé, ça vous connaissez mieux que moi, on contrôle 1 fois par an son taux d'anticorps HBS et quand il baisse, on fait des injections de rappel. Le but étant de diminuer le risque d'acquisition d'hépatite B, bien sûr, dans cette population-là, en maintenant un taux d'anticorps protecteur. Ça va pour les dialysés. Donc, vaccin comme les autres, plus pneumocoque, plus grippe, quel que soit l'âge, plus hépatite B. Alors, vaccination chez le patient en attente de greffe. Alors là, il y a quand même plus de vaccins à faire. Alors pourquoi il y a des recommandations particulières? Parce qu'on sait que l'efficacité vaccinale sera moins bonne après la greffe, du fait des immunosuppresseurs. Les vaccins vivants seront contre-indiqués après la greffe, et notamment le ROR, la varicelle, la fièvre jaune, parce qu'il y a un risque de réactivation des virus qui sont dans les vaccins à cause de l'immunosuppression. Et puis, on sait bien sûr que le patient greffé est particulièrement exposé aux infections. Là encore, il est recommandé de faire une consultation spécifique pour la vaccination dès qu'on a le projet de transplantation. Si possible, c'est recommandé par le Haut Conseil de santé publique. Je sais que beaucoup de centres hospitaliers l'ont mis en place dans les centres qui suivent des patients candidats aux greffes. Donc c'est probablement important de faire une consultation exprès pour ça, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à discuter. Donc on commence par mettre à jour le calendrier vaccinal normal, d'été, polio, coqueluche. Si le patient doit être revacciné dans l'année qui suit la greffe, il vaut mieux anticiper. Tant pis s'il a pas 45 ans, mais 44 ans, on lui avance sa vaccination d'été polio. Parce que après la greffe, il y a au moins 6 mois où on ne vaccine pas. Voilà. Pour ce qui est du vaccin ROR, on ne pourra plus le mettre à jour après la greffe. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas eu 2 injections dans leur vie de vaccin ROR, normalement, il faut le faire avant la greffe. Et la dernière injection doit être faite au moins 4 semaines avant la greffe pour éviter justement une rougeole vaccinale par réactivation du virus qui est dans le vaccin à cause des immunosuppresseurs. Donc, chez le patient en atteinte de greffe rénale, on vaccine selon le calendrier vaccinal en vigueur. On rajoute le pneumocoque et la grippe comme chez l'insuffisant rénal. On rajoute l'hépatite B comme chez le dialysé. Et puis, on fait les vaccins vivants qui ne seront plus possibles après la greffe. Là, on va détailler, mais on a parlé du ROR. Donc, ceux qui n'ont pas eu 2 ROR dans leur vie, on leur fait une voire 2 injections de ROR avant la greffe. Et on parle aussi de la varicelle et de la fièvre jaune.
Alors la varicelle, Dieu merci, il n'y a pas besoin de vacciner tout le monde, parce que 95% de la population a fait la varicelle, parfois sans le savoir. Alors pour ceux qui ont une histoire claire de varicelle, c'est simple, on ne fait pas de test. Pour ceux qui n'ont pas fait la varicelle ou qui ne pensent pas l'avoir fait, on fait une sérologie, parce que effectivement, dans 95% des cas, les gens ont des anticorps, et du coup, il n'y a pas besoin de les vacciner. Si par contre la sérologie est négative, à ce moment-là, on propose aux patients d'être vaccinés quand il n'est pas encore sous immunosuppresseur, parce que dans le cadre des maladies auto-immunes qui touchent le rein, on ne peut pas, bien sûr, quand quelqu'un est sous endoxan, sous rituximab, etc., on ne peut pas le vacciner contre la varicelle, puisque c'est un vaccin vivant. Donc le vaccin varicelle, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle, et la dernière dose doit intervenir au moins 4 semaines avant la greffe. C'est la même chose pour le ROR, dont on a parlé tout à l'heure. Idéalement, ce serait bien de faire l'histoire également des proches, d'où l'intérêt de cette vaccination pré-greffe. Ça permet aussi de voir l'époux, l'épouse, les enfants, etc., voir si tout le monde a déjà fait la varicelle, parce que même si notre patient est vacciné en pré-greffe, s'il est en contact avec quelqu'un qui a la varicelle en post-greffe, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'à cause des immunosuppresseurs, on n'est pas sûr que ça suffise d'être vacciné. Il est possible qu'il ait besoin d'immunoglobulines spécifiques qui s'appellent le Varitect, qui sont disponibles en ATU. Enfin, c'est assez lourd, mais on peut en avoir. Donc pour vos patients qui sont greffés, qui sont en contact avec un patient qui a une varicelle, à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'ils ont été vaccinés ou parce qu'ils ont des anticorps qui sont forcément protégés. Et il y a des recommandations pour leur donner des immunoglobulines spécifiques, éviter la varicelle de l'immunodéprimé qui peut être particulièrement grave. Pour ce qui est de la fièvre jaune, on parlait des patients qui voyagent à l'instant, et ils sont de plus en plus nombreux à voyager une fois greffés. Nous, on a un peu en parallèle les patients qui sont porteurs du VIH, qui bien sûr voyagent aussi. Il est recommandé d'immuniser les patients qui n'ont pas été vaccinés pour la fièvre jaune quand ils viennent d'une région d'endémie, et notamment la Guyane, l'Afrique intertropicale et l'Amérique du Sud. Donc s'ils sont susceptibles de voyager dans leur région d'origine après la greffe, il faut les vacciner avant la greffe, parce qu'après on ne pourra plus. Les patients greffés, on ne peut pas les vacciner contre la fièvre jaune. Et puis, chez vos patients greffés, quand ils veulent voyager dans des zones de fièvre jaune, on vérifie le taux d'anticorps neutralisant, et s'il est inférieur au taux protecteur, on ne peut pas les vacciner s'ils sont greffés, et du coup, on a plutôt tendance à déconseiller le voyage. On peut faire un certificat de contre-indication étant donné qu'ils sont greffés, mais du coup, ils voyagent avec un risque de fièvre jaune, et donc il faut qu'ils se protègent particulièrement bien des moustiques pour éviter d'attraper cette maladie qui est quand même gravissime quand on l'a fait. Voilà pour les patients en pré-greffe. Et maintenant pour les patients greffés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de vaccin dans les 6 mois qui suivent la greffe, pour des raisons d'immunosuppression, probablement parce que l'immunosuppression est la plus forte à ce moment-là, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre d'autres problèmes à régler dans les 6 premiers mois après la greffe. Et on contre-indique à vie les vaccins vivants, le ROR, le BCG, la varicelle, y compris le Zona qui est recommandé dans le calendrier vaccinal 2019. Alors là, attention, si vous avez des patients greffés qui sont suivis en ville, qu'on ne leur propose pas un vaccin contre le Zona, parce que c'est un vaccin vivant aussi, donc il est contre-indiqué chez les patients greffés. Et puis la fièvre jaune dont on a parlé. En revanche, pour les vaccins de la population générale, une fois greffé, ce n'est pas tous les 20 ans, même si le patient est jeune, c'est tous les 10 ans, à cause de l'immunosuppression qui fait qu'effectivement la durée de la vaccination est moins longue que chez le patient non greffé. Et puis, on rajoute les vaccins de l'insuffisance rénale, le pneumocoque et la grippe. Et puis, on rajoute les vaccins du dialysé, c'est-à-dire l'hépatite B. Et voilà le bonus dont je vous parlais. Donc, et pour nous, qui prenons en charge des patients à l'hôpital et des patients notamment immunodéprimés ou en dialyse, donc nous, on nous propose d'être vaccinés comme tout le monde à 25, 45, 65 ans, et puisqu'on va travailler de plus en plus tous les 10 ans au-delà de 65 ans, mais on associe systématiquement la coqueluche à 25, 45 et 65 ans, puisqu'on veut protéger nos patients.
La vaccination hépatite B est bien sûr obligatoire chez les soignants. La vaccination antigrippale annuelle est recommandée. Elle a beau être recommandée, je crois qu'on est à peu près sur notre hôpital, en tout cas 10% des soignants à être vaccinés contre la grippe chaque année. Et ce serait bien que ce soit mieux. C'est un vaccin qui est contraignant parce qu'il faut le faire tous les ans. C'est un vaccin qui ne marche pas très bien parce que entre les années, on est entre 18 et 52% de protection en fonction des souches qui circulent et de l'efficacité du vaccin, ce qui n'est pas terrible. Mais pour autant, on n'a rien qui fasse mieux. Vous pouvez vous balader toute la saison grippale avec un masque sur le nez, comme c'est le cas en Suisse. Les soignants, je crois, les infirmières en Suisse qui refusent d'être vaccinées ont l'obligation de travailler avec un masque sur le nez pendant toute la saison grippale. Ça ne diminue pas autant que le vaccin le risque d'attraper et de transmettre la grippe. Donc ce n'est pas un vaccin qui est dangereux, c'est pénible parce qu'il faut le faire tous les ans, il n'est pas hyper efficace, et c'est pour ça que statistiquement, il y a toujours des gens qui vont vous dire « j'ai été vacciné, et 15 jours après, j'ai fait la grippe de ma vie, plus jamais je fais ça, c'est une saloperie ce vaccin ». Non, en fait, ils font partie de ceux qui n'ont pas été protégés par le vaccin, et statistiquement, il y en a forcément sur les millions de personnes qui sont vaccinées qui vont faire la grippe de leur vie 15 jours après le vaccin. Et c'est eux qu'on va entendre sur les réseaux sociaux, alors que moi qui fais le vaccin depuis 15 ans, je ne vous en parle pas. Enfin si, là je vous en parle, mais je n'ai pas fait d'effets indésirables et je n'ai pas fait la grippe depuis 15 ans. Peut-être en partie grâce au vaccin. Pour ce qui est du ROR, chez les soignants, on doit tous, quel que soit notre âge, avoir reçu 2 doses de ROR dans la vie. Pour tous, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas fait la rougeole. Et puis pour ce qui est de la varicelle, eh ben c'est pareil. Pour tous ceux qui ne savent pas s'ils ont fait la varicelle dans leur vie ou pas, faites-vous faire une prise de sang pour vérifier si vous avez les anticorps. Si vous avez les anticorps, vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas les anticorps, il est recommandé de faire la vaccination contre la varicelle, quel que soit le service de soins où vous travaillez auprès des patients. Et c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle. J'en ai fini. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Le temps qui est la première question. Est-ce que ça a un intérêt chez les immunodéprimés de faire le vaccin de la grippe à double dose? Certains hématologistes font ça, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je sais qu'il y a des protocoles de recherche qui sont en ce moment... j'avais travaillé sur la question il y a 1 an et demi et qui étaient en cours pour dire si effectivement la vaccination double dose pour la grippe avait un intérêt chez l'immunodéprimé et même chez la personne de plus de 65 ans. Et je n'ai pas la réponse, malheureusement. Merci pour votre présentation. J'ai une question concernant les dialysés, en attendant de la greffe. En général, il y a déjà 30% des patients qui arrivent en référence tardive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suivis, et on est souvent affronté à absence d'historicité. Notamment pour le pneumocoque que vous préconisez, quand on ne sait pas, on essaie de tout faire, pas de carnet de vaccination, pas de carnet de santé, il n'y a rien. Le malade, il ne sait pas. Quelquefois, on est affronté à ça. Est-ce qu'on le fait comme s'il n'ait jamais été vacciné? Que préconisez tous? Alors, pour le pneumocoque, je pense que la question est relativement simple parce qu'il est peu probable qu'ils soient vaccinés contre le pneumocoque s'ils n'ont jamais été pris en charge pour leur insuffisance rénale, sauf s'ils avaient d'autres indications. Voilà. Ça vaut le coup de savoir pour le pneumocoque s'il y a un doute et d'appeler le médecin traitant parce que le vaccin par Prevnar 13, le vaccin conjugué, on sait que ça ne sert à rien de le refaire, que la réponse vaccinale va être plutôt moins bonne après une 2e dose. C'est celui qu'on fait une seule fois. Par contre, pour ce qui est du pneumovax, ça ne gêne pas du tout de le refaire, même si c'était... on veut 1 an d'intervalle au minimum entre deux doses de pneumovax, mais on sait que les réponses s'épuisent petit à petit au fur et à mesure des rappels de pneumovax, mais ce n'est pas gênant de le refaire. Voilà, le Prevnar 13, c'est très peu probable qu'un patient qui arrive comme ça en insuffisance rénale préterminale ou en tout cas évolué et qui n'est pas trop de suivi avant soit vacciné. Par contre, pour le DT polio, il est très probable qu'il soit vacciné. La question, c'est quand. Si honnêtement, ça n'a pas été fait dans les 5-10 dernières années, nous, ça ne nous gêne pas du tout de le refaire. Il n'y a pas de contre-indication, à moins vraiment que ça ait été fait dans la dernière année, il n'y a pas de contre-indication à lui refaire.
Deux petites questions. Alors, la première, à partir de quelle fréquence de vaccination vous considérez un patient non répondeur pour l'hépatite B? On est affronté à ça. Ouais. La deuxième, un patient qui est protégé, notamment en dialysé, quand il baisse son taux d'anticorps à un seuil critique, alors qu'il a déjà été protégé, nous, on a l'habitude de relancer, de booster avec une simple dose. Faut-il vraiment faire double dose? Non, pour la deuxième question, les recommandations sont claires, c'est avec une simple dose. Pour essayer d'avoir une réponse anamnestique quand le patient a eu sa primo-vaccination, qu'il est en dialyse, qu'il baisse ses anticorps HBS inférieurs à 10, c'est une simple dose pour le remonter. Après, pour l'échec, les recommandations en population générale sont un peu différentes que pour les patients insuffisants rénaux. Donc pour les patients insuffisants rénaux, c'est double dose. Vous avez vu déjà que le schéma de primo-vaccination est assez lourd, puisque c'est J0, M1, M2, M6. Derrière, s'ils n'ont pas les anticorps, on revaccine une fois, voire une deuxième fois à double dose. Et là, s'ils n'ont pas d'anticorps HBS supérieur à 10, on laisse tomber, ils ne seront jamais répondeurs. Et ça veut dire que s'ils sont à un moment, s'il y a un accident exposant au virus avec un patient hépatite B positif, il faudra leur donner directement les anticorps HBS, leur donner les immunoglobulines. Mais c'est le cas aussi pour les soignants. Alors pour nous, en tant que soignants, on ne fait pas double dose, mais on fait M0, M1, M6 en simple dose pour être protégé. Si on ne répond pas, on fait une, voire deux, voire trois maximum doses supplémentaires. Si au bout de 6 injections, un patient immunocompétent non insuffisant rénal n'a pas répondu, on laisse tomber. Et on sait qu'en cas d'AES, il faut donner les immunoglobulines. J'ai deux questions qui sortent des recommandations, qui sont plus des questions sur la recherche vaccinale. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est de la recherche sur les vaccins anti-staph et sur les vaccins anti-CMV, qui sont deux infections dans deux catégories de patients qui nous préoccupent beaucoup, et j'ai l'impression que c'était pour l'instant relativement décevant, en particulier pour le staph. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas de projet abouti en ce moment. Ni pour l'un ni pour l'autre, effectivement. Mais j'avoue que je n'ai pas fait la revue de littérature toute récente. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de projet abouti en ce moment. Alors, deux petites questions. Une très rapide sur la vaccination anti-hémophilus, qui est une vaccination qu'on fait chez des patients en néphrologie quand ils reçoivent des traitements immunosuppresseurs, quand ils reçoivent du Maptera ou des choses comme ça, on le fait préalablement. Est-ce qu'en dehors de cette population insuffisant rénale chronique qui a une maladie traitée par immunosuppresseur, il y a des indications à l'étendre, ce vaccin? Alors, pour les autres patients insuffisants rénaux, hémodialysés ou greffés, non. En revanche, tous ceux qui ont une splénectomie ou un asplénisme fonctionnel, on parlait du rituximab tout à l'heure, une immunosuppression qui s'approche de l'asplénie, oui. À ce moment-là, il y a une... Donc là, je vous renvoie pour le détail, pour chaque patient, vous avez les recommandations du HCSP, vaccination de l'immunodéprimé, qui date de 2014, où il détaille chaque situation l'une après l'autre. Et à ma connaissance, les vaccins hémophilus, c'est quand même essentiellement les asplénies organiques ou fonctionnelles. Alors, deuxième question qui concerne cette fois-ci l'hépatite B, c'est un peu plus vaste. Dans notre hôpital à Mâcon, en fait, on se heurte parfois aux médecins du travail qui voient nos infirmières et puis qui considèrent que si les infirmières, après un protocole simple de vaccination contre l'hépatite B, n'ont pas développé d'anticorps, on s'arrête là. Voilà, moi je n'avais pas vécu cette culture-là auparavant, mais c'est vrai qu'on se heurte parfois aux médecins du travail par rapport à ça, qui arrêtent très rapidement les vaccinations pour le personnel soignant. Donc je vous laisserai répondre. Puis j'ai une deuxième question sur l'hépatite B, donc je la fais en même temps. Vous avez parlé d'un taux protecteur de 10 unités, mais moi j'avais la notion que pour les patients, notamment ceux qui allaient à la greffe, il fallait viser plus haut en termes de taux d'anticorps, non? Alors, pour la deuxième question, là j'avoue qu'il y a peut-être une info que j'ai pas vue. Donc là, j'ai entendu le taux de 50 pour les futurs greffés. Ça, c'est une information que j'ai pas trouvée, mais j'ai pas cherché non plus exactement ce point-là. Donc là, je peux pas vous répondre. Pour la première question, pour les soignants, ce qui est recommandé dans le calendrier vaccinal pour les vaccinations professionnelles, c'est effectivement jusqu'à 6 doses avant de dire que le patient
que le soignant a satisfait à ses obligations vaccinales. Après, il y a toujours, je pense, une peur de la part, je pense, des médecins du travail ou de certains médecins en général ou vaccinateurs en général par rapport à ce vaccin de l'hépatite B, et notamment par rapport aux effets indésirables type maladie démyélinisante. On a maintenant un recul de plus de 20 ans depuis la polémique qui est née dans les années 95. Là aussi, j'avais quand même pas mal travaillé le sujet vis-à-vis de cette vaccination-là. On a 14 études à ma connaissance pour savoir si oui ou non ça favorise la sclérose en plaques. Il y a 11 études qui répondent non, il y a 3 études qui répondent oui, avec des gros biais, et en particulier des populations qui ont chopé la sclérose en plaques en nombre d'individus très faibles, qui ne permettent pas finalement de faire des statistiques suffisamment costauds. Et pour autant, les autres études sont des études extrêmement vastes. Et maintenant, surtout, on a les données de plus de 20 ans de collection de pharmacovigilance. C'est le centre de pharmacovigilance de Strasbourg qui a fait le travail. Et on se rend compte que parmi les déclarations de sclérose en plaques derrière une vaccination d'hépatite B, on s'attendait à un taux, en calculant juste sur la population générale, on s'attendait à un taux plus important que ce qui est déclaré. Et pourtant, on ne peut pas dire que les gens sous-déclarent les scléroses en plaques après vaccination de l'hépatite B, mais là, on s'attendait à avoir quasiment 2 ou 3 fois plus de sclérose en plaques. Je ne dirais pas que le vaccin a un effet protecteur, mais il est extrêmement probable qu'il n'ait pas d'effet favorisant concernant la sclérose en plaques, y compris chez l'adulte, et encore moins chez l'enfant, puisqu'on n'a jamais eu de déclaration d'effet indésirable avant l'âge de 2 ans quand on vaccine contre l'hépatite B. J'ai une question sur le pneumocoque. Vous avez dit pour l'insuffisance rénale, il faut vacciner contre le pneumocoque. À quel degré d'insuffisance rénale c'est recommandé? 30 millilitres par minute et moins ou... Non, je crois que là, les recommandations partaient vraiment de très haut. Moi, c'est pas 30. C'est clairement, je pense que c'était 50, voire 60. Plus on vaccine tôt, c'est valable pour toutes les vaccinations, mais plus on vaccine tôt, plus on est efficace. Et pour ce qui est du pneumocoque, certains pays ont choisi de vacciner tout le monde, au-delà de 65 ans. Donc, bon, c'est pas le cas de la France, mais pour nos patients qui sont insuffisants rénaux et tous nos patients fragiles, il n'y a pas que les insuffisants rénaux, il y a les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les patients cirrhotiques, etc. C'est probablement, parmi tout ce que je vous ai dit comme vaccination à faire, parce que des rougeoles chez un patient greffé, on n'en voit quand même pas tous les jours, et pareil pour les varicelles, etc. Mais parmi tout ce que je vous ai dit, finalement, ce qui va tuer nos patients, c'est la grippe et le pneumocoque, parmi ce qui est vaccinable. Donc, s'il faut ne pas en oublier une, ce serait effectivement grippe et pneumocoque, sachant que la grippe, c'est tous les ans. Alors nous, on a ça avec nos patients VIH. Je pense qu'il y en a à peu près 20% qui sont vaccinés. Les 80 autres %, ils nous disent, et c'est bien, tous les ans, ça suffit. Malheureusement, on cherche des vaccins qui marcheraient mieux pour la grippe, et notamment qui s'intéresseraient non pas à la partie variable des antigènes de surface, mais à la tige de la neuraminidase. Pour l'instant, c'est pareil, c'est des recherches qui sont en cours et on n'a pas de résultats probants pour l'instant. Quelles sont les indications contre l'hépatite, les vaccinations d'hépatite A dans la population en général et maintenant chez les dialysés, c'est possible? Alors, pour l'hépatite A, chez les futurs greffés hépatiques qui ne sont pas humains, il faut les vacciner. Par contre, pour les futurs greffés rénaux, ce n'est pas marqué de le faire, alors, sauf ceux qui vont être amenés à voyager dans les pays d'endémie d'hépatite A. Donc, grosso modo, à peu près tous les pays, sauf les pays occidentaux, donc États-Unis, Canada, enfin Amérique du Nord, Australie et puis l'Europe occidentale. Mais sinon, chez les voyageurs, il n'y a pas de contre-indication chez l'insuffisant rénal ni chez le greffé. C'est un vaccin qui est d'habitude bien toléré, qui est bien sûr moins efficace chez le greffé et chez les hémodialysés qu'en population générale, mais il n'y a pas de raison de s'en priver pour les voyageurs. Et puis, accessoirement, vaccination de l'entourage d'une personne qui fait l'hépatite A, même si ça n'arrive pas tous les jours. Oui, bonjour Vincent. Juste pour les patients, par exemple, qui sont en syndrome néphrotique, insuffisant rénal chronique, qu'on va traiter
par la suite, par exemple, par rituximab, quand il y a une indication. Est-ce qu'on sait si, quand on les vaccine, ça marche vraiment, ou est-ce qu'on les vaccine parce que c'est écrit qu'il faut les vacciner, en particulier pour le pneumocoque? Est-ce que tu as des informations là-dessus? A priori, ça marche partiellement, mais après, on a des cas. On a eu le cas, je crois, récemment sur Vesoul, c'était Madame Merle qui m'avait dit ça, d'un patient qui a fait un tétanos alors qu'il avait été vacciné 10 ans avant, mais qu'il était sous rituximab. Donc, c'est effectivement les réponses immunes, sachant qu'on supprime les lymphocytes B, sont quand même parfois décevantes, et c'est ce que je vous laissais entendre par rapport au contact avec certaines maladies contagieuses, notamment rougeole et varicelle. Quand un de vos patients est en contact et qu'il est greffé sous immunosuppresseur comme le rituximab, il faut se référer vraiment au texte. Il y a des textes du Haut Conseil de santé publique aussi sur conduite à tenir autour d'un cas de varicelle, autour d'un cas de coqueluche, autour d'un cas de... Et souvent, quand ils sont très immunosupprimés, et notamment sur rituximab, il ne suffit pas de dire c'est bon, il a été vacciné, ou c'est bon, il a les anticorps. Il faut souvent, en plus, leur donner les anticorps, soit sous forme polyvalente, d'immunoglobuline polyvalente pour la rougeole, soit sous forme spécifique, le Varitect, pour la varicelle, par exemple. Alors après, pour le pneumocoque, je n'ai pas le data précis, mais ça apporte quelque chose de les vacciner, c'est sûr. Et voilà. Après, est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est vraiment une réduction du risque importante? Ça, je n'ai pas la réponse précise. Merci bien pour ces recommandations. Et je crois qu'on a terminé. Allez-y. Une petite demande pratique. Le propriétaire du véhicule Kia immatriculé FE108TT est prié de garer sa voiture ailleurs. Merci. Alors, un dernier petit mot pour clôturer la journée. Cette journée, elle a été extrêmement riche. De nouveau, vous avez vu que cette réunion Santélis a abordé des thèmes extrêmement variés. Alors, je suis censé vous redonner quelques messages par rapport à ces thèmes que vous allez pouvoir emmener dans votre carton de pommard en rentrant chez vous. On a tout d'abord eu une expérience très intéressante concernant la réophérèse de nos confrères des Hauts-de-France, technique qui paraît prometteuse, une technique qui est probablement assez facile à mettre en œuvre dans les centres de dialyse puisqu'elle s'effectue avec une technique de double filtration qui est en fait assez proche des techniques qu'on utilise en dialyse. Et puis il y a peu d'études actuellement qui permettent de se faire une idée précise sur le bénéfice, mais peut-être qu'en collaborant Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, on aura des effectifs plus importants et peut-être que ce sera l'occasion d'une collaboration entre nos deux régions. On a abordé également l'éducation thérapeutique et vous avez vu également que nos soignants, nos infirmières, nos diététiciennes faisaient preuve d'un dynamisme important dans ce domaine et ce depuis de nombreuses années. L'éducation thérapeutique étant quand même un moyen probablement à long terme le plus important pour essayer de freiner l'évolution de ces maladies rénales. Le docteur Rebibou nous a parlé d'hémodiafiltration. Alors, il n'était pas très convaincu au départ, nous non plus, mais à la fin de l'exposé, on est davantage convaincu sur les bénéfices que cette technique peut apporter. Même s'il faudra qu'on se méfie chez des patients jeunes ou adolescents de ne pas les mettre en HDF tout de suite, parce que s'il y a du bisphénol dans les liquides de dialyse, non mais là c'est une plaisanterie, mais les perturbations endocriniennes sont certainement moindres quand on utilisera cette technique chez les personnes de 85 ans. On a eu une expérience très intéressante de la part du professeur Nyon Saé qui témoigne
des conditions de dialyse dans son pays, mais c'est intéressant également de voir la collaboration qu'il peut y avoir avec l'association Saint-Hélice. Et quelque part, cette dimension humanitaire de l'association, c'est quelque chose qui est à valoriser et qui peut nous rendre fiers de faire partie de cette association-là. Alors, merci également au docteur Nicolas de nous avoir fait un focus sur les péritonites en DP, antibiothérapie systématique avant la pause, plutôt que de la vanco. C'est inutile désormais d'utiliser la décontamination nasale. Bon, moi, je suis pas toujours... Enfin, j'ai du mal à être convaincu de l'administration quotidienne de mépirocine, par contre, mais bon, il faudra peut-être qu'on s'y mette. Voilà. Le fait également que les péritonites peuvent être traités en one-shot, une administration d'antibiotiques par jour, ou continuer de le faire comme on le faisait avant en traitement continu. Les indications de retrait de cathéter en cas de péritonite réfractaire, de rechute précoce, de péritonite fungique ou de péritonite tuberculeuse. Pensez à faire la PCR de mycobactéries justement quand on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Comme d'habitude, Didier Duclos nous a fait un exposé assez clair sur les greffes de donneurs à cœur arrêté, en nous montrant un petit peu les difficultés et les limites pour les Maastricht 1, 2 et 4. Et par contre, l'intérêt qu'il pouvait y avoir à essayer de développer ce genre de prélèvement chez les patients Maastricht 3, avec des résultats de greffes qui sont finalement tout à fait superposables au prélèvement d'organes chez les patients en mort encéphalique. Et puis j'ai trouvé que le dernier topo qui était fait par un de nos confrères infectiologues, on est toujours content d'accueillir des gens qui viennent d'une spécialité différente. Ça a fait l'occasion de faire le point un petit peu sur le calendrier vaccinal de nos patients en insuffisance rénale chronique, dialysés ou transplantés, avec un focus notamment sur les vaccins vivants qui doivent être absolument faits pendant la période d'insuffisance rénale chronique ou la période de dialyse, puisqu'il n'est plus possible de les faire pendant la période de greffe. Voilà, donc cette journée se termine. Nul doute que, comme les années précédentes, elle aura donné satisfaction, j'espère, à l'ensemble des personnes qui ont assisté à la réunion. On se donne rendez-vous pour l'an prochain, j'espère, dans un cadre qui sera certainement... On va visiter tous les châteaux de Bourgogne à ce rythme-là, donc c'est sympa. Et puis merci bien sûr à Saint-Hélice de nous avoir accueillis. Je crois que les conditions générales de l'accueil étaient super sympas, c'est convivial. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.